Salut à tous les amis, c'est Greg, on se retrouve pour le troisième off de Je suis pas content. Vous connaissez le principe, vos questions, mes réponses, notre débat. Ah, t'as vu, ça pète. J'ai envie de le vendre à BFM ce truc. T'as vu comment tu peux ouvrir l'émission? Jingle. Là, j'aime bien. Donc on va garder. Bref, aujourd'hui on va parler de l'affaire Laura Lone, de la polémique autour de la vidéo de Dave Sheik et Usul sur l'humour, et on terminera par la non moins polémique Copy Comics. Trois sujets qui datent un peu, qui datent du mois de janvier, mais qui ont trouvé beaucoup d'écho dans les épisodes qui ont suivi, parce que ça m'avait assez marqué. Et je regrette d'ailleurs de ne pas les avoir abordés de façon humoristique. On va donc le faire aujourd'hui de façon plus sérieuse, parce que ces trois questions, en fait, soulèvent une question générale, à propos résumé, dans le titre bien putaclic, il faut le reconnaître, de cette vidéo, mais titre qui est totalement la problématique que nous allons essayer de nous poser ensemble. Donc je vais développer un peu mon petit truc autour de ces trois questions qui ont été posées, et puis ensuite commentaires pour me dire que je suis un con et que j'ai tort, voilà, ou que j'ai raison, ou qu'on en parle, tout simplement. Et on commence tout de suite avec l'affaire Laura Lone, cette jeune, talentueuse et belle humoriste belge qui, en France, a trouvé une petite promotion au journal télévisé de 20h, sauf que ça a pas vraiment plu. Alors, quel est le point commun entre les juifs et les baskets? On en trouve plus en 39 qu'en 45. Il n'y a jamais de volonté d'être trash pour être trash en fait. Aïe, ouais, non, là vous avez... Ils ont mis le mauvais extrait dans la cassette, je pense. C'est vrai que l'autre, elle était pas préparée, ça se trouve. Ils lui ont dit, tu sais, en France, ça va, c'est cool, ils lui ont mis 3 VHS des émissions avec Mourouzi. J'ai dit, ah putain, ils sont sympas la télé française. Non, que dalle, elle s'est trompée, il y a eu une upgrade entre-temps. Puis là, si tu veux, je sais que tu viens du pays de Benoît Poelvoorde et de Dick Henneck, mais on part plus au même niveau, au niveau liberté d'expression. Non, après 5 ans de Manuel Valls dans les gencives, il y a 2-3 trucs qui ont changé. En effet, il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'elle se prenne un bon coup de réalité dans le museau, une plainte déposée au CSA, et un bon bad buzz que finalement elle a réussi à tourner en truc assez positif, avec pas mal de talent. Car si en effet la plupart des personnalités et des randoms juifs de Twitter ont trouvé que c'était une blague qui les choquait pas du tout, ou qui les faisait même plutôt marrer, finalement ça n'a pas été par contre du goût du Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme. Oui, le VCA, voilà, toujours des trucs imprononçables, faut que j'ai changé vos jingles à la con. Et donc le BNVCA, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les gens n'en ont rien à foutre, mais l'association qui est censée représenter les gens, elle se sent concernée. Mais attends, c'est normal, c'est leur boulot en même temps, c'est le Bureau National. D'ailleurs, quand tu lis tous les mots, tu vois ce que c'est en fait, c'est un bureau, donc c'est 4 connards dans un working space, là, national, c'est-à-dire, national, ça pète, mais non, national, ça veut dire qu'en fait c'est en France. Ils ont une boîte postale en France, si tu veux. Ils ont un truc à Courbevoie, là, puis voilà, ça se passe comme très bien. Mais c'est pareil que Jean-Michel Kebab ou que quoi que ce soit. C'est national, voilà. Donc c'est le Bureau National de Vigilance, par contre. Ils sont vigilants. C'est-à-dire que les 4 connards, ils regardent par la fenêtre pour voir. Alors, il y a des antisémites ou pas dehors? Moshe, non? C'est bon? Ah, là il y en a un, fais gaffe, vite, lâche les chiens. Enfin bon, c'est ça qui se passe. Et ils sont contre l'antisémitisme, le sujet abordé. Et eux, ils ont dit que c'était antisémite. Donc ils ont dit que c'était antisémite, mais ils n'étaient pas tout seuls, puisqu'ils ont été soutenus par Gilou Goldanel, toujours le premier pour foutre le bordel et faire ce qu'il ne fallait bien sûr pas faire, comparer les souffrances, comme il nous l'a fait dans un tweet merveilleux, où il nous dit « Service public, d'un côté on vante l'audace, qui est, on ne saura jamais, de la blague d'une femme sur la Shoah, et de l'autre on vire Tex pour une blague sur les femmes. » Alors Gilou, on va commencer par une petite tape sur le museau, parce que tu dis 2 grosses conneries. La première, c'est de sous-entendre que Tex aurait été viré parce qu'il a fait une blague misogyne, ou sexiste, ou faisant l'apologie de la violence faite aux femmes. Non, soit t'es d'une incroyable mauvaise foi, soit t'es d'une incroyable bêtise. Si Tex a été viré du service public, c'est parce que... Alors, je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que c'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. Attention, je dis pas qu'il y a des Illuminati reptiliens et que Mémère, elle est dans son bureau avec son échiquier Illuminati en train de décider qui fait quoi. C'est juste qu'il y a pas mal de présentateurs has-been qui sont parfois sur le service public ou à la télé française depuis un demi-siècle, qu'on aimerait bien foutre gentiment à la porte, et donc du coup, on attend le premier prétexte pour le faire, afin de faire un renouvellement des représentativités à la télévision française au niveau ethnique, social, culturel, qui soit plus en adéquation avec notre société. Certains trouvent que c'est bien, certains
d'autres trouvent que c'est pas bien, mais c'est un processus naturel. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est de constater que beaucoup de social justice warriors de mes deux sur Twitter se félicitent avec un sadisme même pas dissimulé de l'éviction et de la perte du boulot de certaines personnes, alors qu'en fait notre société évolue tout simplement et qu'à un moment ou à un autre, ce remplacement se serait fait naturellement. Tout ça pour dire que la blague misogyne de texte n'est pas la cause de son licenciement, elle en est le prétexte. D'ailleurs, Marlène Schiappa le dit elle-même. La direction de télévision s'est exprimée, elle n'a pas renvoyé texte parce qu'il a fait une blague sur les femmes battues. Elle a renvoyé texte parce que la façon dont il animait l'émission des Amours était jugée non satisfaisante. Ça n'est pas moi qui donc dis, c'est je n'ai pas prétexte. d'avis. Pardonnez-moi. Là-dessus, je la crois totalement. La décision avait été prise depuis longtemps. C'est juste qu'ils attendaient son premier pas de côté. Et avec l'autosatisfaction après des social justice warriors de Twitter qui viennent se féliciter d'une victoire qui est en fait pas du tout une victoire, qui ne fait absolument pas avancer quelque cause que ce soit, mais qui met juste un mec au chômage. La deuxième erreur que tu fais, Gilou, c'est de ne préciser à aucun moment de ton tweet, de tes réponses ou de tes interventions que cette blague n'est pas antisémite, faisant ainsi le jeu de ces associations ultra-communautaires qui, elles, hurlent à l'antisémitisme. Parce que là aussi, soit t'es complètement débile, et tu penses que cette blague est antisémite, soit tu es complètement de mauvaise foi. Alors pourquoi est-ce que tu serais débile ou de mauvaise foi? Tout simplement parce que cette blague n'est pas antisémite, et je vais expliquer pourquoi. En général, une intervention d'un humoriste peut être considérée comme antisémite pour trois raisons. Soit parce qu'elle est particulièrement ordurière et insultante. Bon, là, c'est ouvertement pas le cas, en fait, puisqu'il s'agit juste d'un jeu de mots qu'elle balance comme ça, il y a même pas un seul gros mot dedans. La deuxième raison qui fait qu'elle peut être considérée antisémite, c'est si elle véhicule un cliché sur les juifs. C'est-à-dire par exemple les juifs et l'argent, ou les juifs et la roublardise, ou les juifs et la banque, je ne sais quoi, ou les juifs et le pouvoir, ou les je vais peut-être arrêter la liste. Mais en gros, bah là, pareil, c'est un jeu de mots en fait. On est dans le registre typique d'un Raymond DeVos, mais avec un sujet un petit peu plus sensible. Tu vois, c'est comme le foie et la foi, c'est pareil. Il n'y a pas de message politique, c'est juste une blague qui est droppée, et qui d'ailleurs, je le rappelle, n'est même pas d'elle à la base. Et le troisième critère qui pourrait faire que cette blague est antisémite, c'est si elle était négationniste. Ouais, mais là, si... Enfin, je veux dire, c'est pas possible, parce que si les chambres à gaz n'ont pas existé, la blague, elle marche pas. Il n'y a pas d'effet comique, du coup. Tu vois, 39, 45, chaussures, tout ça. Hein, donc, cette blague ne correspond factuellement à aucun critère qui pourrait permettre de la définir comme antisémite. Tu le sais, j'ai William Goldanel, et tu ne le dis pas. Et c'est en étudiant ce cas-là que je me suis rappelé de l'affaire Dieudonné. On nous avait bien dit à l'époque, on est bien d'accord, je me plante pas, je dis pas de la merde, que Dieudonné c'était sky is the limit. Il nous l'avait dit le mec là, je sais plus son blaze, à France 2, là. Dieudonné c'est la limite. Heureusement la presse est libre, il suffit de voir les commentaires qu'on a tous les jours sur le président de la République qui est sujet de... aujourd'hui qui est brocardé, donc il y a une liberté totale d'expression, tant mieux, la limite c'est Dieudonné, la limite c'est Dieudonné. Il avait dit voilà, alors bien évidemment là tous les humoristes de France se sont divisés en deux groupes, les lucides et les couillons, hein, les lucides qui ont compris que c'était une fumisterie totale, et les couillons qui se sont dit waouh c'est génial, on a enfin la limite qu'on cherchait depuis 40 ans, qu'on savait pas ce qu'on avait le droit de dire, et que visiblement la limite on l'a, on peut jouer en dessous. C'est une connerie phénoménale. Ceux qui ont cru à ça n'ont probablement jamais vu ce tout petit reportage de complément d'enquête sur France 2 qui date de 2013 et qui m'est revenu à l'esprit récemment. C'était avant l'interdiction des spectacles de Dieudonné, pour le coup, donc c'est encore plus intéressant. Cela montre que là, il n'y avait aucune échappatoire, en fait. Et dans ce reportage, France 2 va voir Alain Jakubowicz, président de la LICRA, à ce moment-là, et lui dit est-ce que vous connaissez le sketch de Desproges sur les Juifs Voilà, ils veulent savoir si, y a-t-il des Juifs dans la salle, le fameux sketch de Desproges, que tout le monde connaît, serait aujourd'hui acceptable dans notre société. Il le monte à Jacu, qui là commence par nous dire qu'il connaît absolument pas ce sketch. Jacu, ça doit être chiant hein, les après-midi belotes, hein. Putain, tu dois vraiment pas sortir souvent toi. Mais bon bref, c'est pas grave, c'est pas ça qu'on te demande. Et Jakubowicz après dit oui, non mais on vit dans un pays de mon cul, mais aujourd'hui, compte tenu de climat d'insécurité, Palestine, Proche-Orient, Mohamed Merah, machin bidule, truc, ce que tu veux, de terrorisme, de machin bidule, que aux fonctions de la période, crochet, tu mets ce que tu veux dedans, je serais contraint d'envisager éventuellement des poursuites. Traduction, ça veut dire, je vais voir s'il y a du pognon à prendre. Hein. C'est toujours mieux de préciser. Ah, là, c'est pas un cliché sur les juifs et l'argent. Hein. Je dis juste que le mec est avocat d'une organisation dont le but est de gagner des sous, en fait. Le sketch de Desproges pourrait-il encore sortir aujourd'hui? Je suis fier d'être aussi doué. Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui. C'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. D'abord, on vit dans une période de crise, et c'est vrai que dans les périodes de crise, l'humour n'est pas perçu de la même façon que dans les périodes qu'au cours des 30 Glorieuses. Hein. La société a changé. Donc ça passerait pas. Je crains que ça ne passe pas. Et pourquoi ça passerait pas?
Parce que nous sommes dans une période de repli identitaire, de repli communautaire. Ça veut dire que si ce sketch ressortait aujourd'hui, vous iriez en justice? La question se poserait. En 2013, la LICRA a attaqué des humoristes à 3 reprises, chaque fois pour antisémitisme. Cette vidéo d'Alain Jakubowicz, elle est super importante. Déjà, elle met une petite position latérale de sécurité à tous les Charlie Ouin qui nous citent la fameuse phrase de Pierre Desproges que personne n'a compris. El famoso, on peut rire de dessous, mais pas avec tout le monde. Après avoir vu tonton Jacu parler, là, vous pensez encore qu'il tient votre truc? Ce que nous montre la vidéo d'Alain Jakubowicz, c'est qu'il s'est installé depuis un certain temps une perception dans la société qui est en train de devenir majoritaire, dans laquelle le problème n'est plus l'intention, mais le sujet évoqué. Cette vidéo montre clairement que même si tu t'appelles Pierre Desproges, même si tu es un antiraciste notoire, même si tu es le dernier des mecs sur Terre qu'on pourrait qualifier d'antisémite, quelle que soit l'intention donc qu'il y a derrière, c'est le sujet en lui-même qui pose problème. Et ça, on le voit encore aujourd'hui baratiné dans toute la télé poubelle. J'ai un énorme coup de griffe contre France 2, donc c'était vendredi soir au JT de 20h, il y a l'humoriste... Ça fait énormément réagir. Ouais, alors, je suis tellement ému, si j'arrive pas à finir, vous finirez pour moi. Parce que je trouve que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que France 2... Vous êtes vraiment ému là, vraiment? Vraiment. Depuis vendredi soir, je suis super ému. J'avais même dit à vos équipes, je veux absolument pouvoir en parler. Parce que cet humoriste belge donc, a dans le JT de 20h exposé une blague sur la Shoah, une blague monstrueuse. Et moi je dis, on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire de la Shoah, pas comme ça. Donc je l'incrimine, elle, et j'incrimine les responsables du journal de 20h qui ont laissé passer ça. Et n'en déplaise aux complotistes du dimanche qui pensent que les juifs ont le monopole de la souffrance en France, bah non, je pense que de plus en plus de communautés, en tout cas de représentants communautaires et d'associations et de personnalités spécialistes du racisme intersectionnel et systémique sont en train d'apparaître pour nous expliquer qu'on n'a pas le droit de faire de blagues sur telle ou telle ou telle communauté. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de façon hyper récurrente sur Twitter. Par exemple, quand j'avais fait une vanne sur Daniel Obono, on m'avait répondu « T'es une femme politique noire? Non? Eh bah tu fermes ta gueule ». Ce genre de commentaires absolument insupportables et qui traduisent une mentalité dans laquelle il faut appartenir à une communauté pour pouvoir en rire, et ça c'est un peu malheureusement le message que donne la vidéo de Usul et Dave Sheikh, et ça on va rentrer tout de suite dans le sujet. Alors je suis pas du tout là pour faire du drama ou pour faire du bad buzz, je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas son travail, je n'ai absolument pas à le juger, il m'a l'air très sympathique au demeurant. Le problème c'est que dans cette vidéo là, il est en featuring avec Usul, c'est marqué featuring un mec blanc, et qui va tenter de nous expliquer pendant 11 minutes pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de racisme. Alors bon, dans l'humour français aujourd'hui, alors la vidéo commençait de toute façon extrêmement mal, puisque à la base le mec commence avec un truc mais complètement hallucinant. En bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet chaud. Et pour pas être accusé de communautarisme, rester dans la non-mixité, fais venir un pote blanc. Ok, alors tu veux pas être accusé de communautarisme dans ta démonstration, donc pour pas être accusé de communautarisme, tu vas faire venir un pote blanc, partant du principe que ça va donc automatiquement rendre ton discours plus légitime et fera pas de toi un communautariste, parce qu'il est blanc. Ça me rappelle un truc... Pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Voilà, c'est le même argument que Nadine Morano, c'est le même concept mais déplacé dans autre chose en fait. Je passerai outre le cœur de la vidéo qui tente de nous expliquer pendant à peu près 10 minutes qu'il y a un problème de racisme dans l'humour français aujourd'hui en prenant pour exemple 2 sketchs de Michel Leb, une chanson de la Zoubida de la Yaf des années 80, une chronique de Canteloup que personne ne connaît, qui est tombée dans les oubliettes des milliers de chroniques qu'il fait à France Inter, ou à Europe 1, pardon, et... un dernier exemple, un sketch de Gad Elmaleh et de Kev Adams où ils imitent le chinois et qui ne connaissent sa gloire que parce que tous les internets se sont foutus de leur gueule quand ils ont fait ce sketch-là. Et à la fin, ils arrivent à une conclusion qui est complètement dans le sujet et qui, elle, est vraiment, vraiment problématique. Les questions de race, de genre, ou même de classe sont de retour. Les questions de genre sont de retour... excuse-moi, elles étaient parties quand? Les questions de genre... Je voulais pas couper la fin de la vidéo, hein. Je fais que m'insérer là pour le coup, mais il y a un moment de l'histoire de France que j'ai manqué. Non, les questions de genre apparaissent réellement maintenant dans notre société, elles étaient en germe depuis un certain temps, mais elles réapparaissent pas, il n'y a pas eu de période où... C'est très intéressant d'ailleurs, hein. Les questions de race, de genre, voire de classe sont de retour. Moi j'aurais dit l'inverse, tu vois, si j'avais été marxiste. Les questions de classe, voire de race et de genre, parce que bon, le logiciel de gauche a un peu évolué, mais on voit quand même que c'est... Ok, mais fais gaffe aux formulations quand même. Les questions de race, de genre, ou même de classe sont de retour. Et la question de la liberté de l'humour apparaît finalement assez secondaire quand on a compris que c'était les rapports de force dans la société tout entière qui étaient en train d'évoluer. Ok, donc là en fait ce que tu es en train de nous expliquer de façon assez hypocrite je trouve, puisque tu dis la liberté en humour, c'est pas ça le sujet, c'est la liberté
des humoristes, la liberté d'expression d'individus, de citoyens ou de non-citoyens d'ailleurs, mais de s'exprimer sur le territoire français. C'est ça la réalité, parce que depuis le début, tu ne montres que des extraits d'humoristes. Tu poses cette question au niveau des humoristes, et là tu évacues le fait que derrière il y a des individus. Bah ouais, mais ça fait pas très de gauche de vouloir restreindre les libertés, je sais bien. Sauf que c'est concrètement ce que tu nous dis, avec tes mots un petit peu compliqués et ton charabia, tu nous dis exactement la même chose que Alain Jakubowicz au début de cette vidéo. Tu nous dis... Je suis pour la liberté d'expression des artistes, mais là, effectivement, au vu de nous vivons dans une société où machin bidule, les questions de genre et de race et d'identité sont de retour, la liberté d'expression m'apparaît... secondaire, voilà. Oui, donc c'est la liberté d'individu, là, que tu juges secondaire. Je voulais bien que tu sois au courant de ce que tu dis avant de te laisser dire la dernière grosse connerie à la fin. Enfin, la dernière grosse connerie, c'est pas toi qui l'as dit, tu ne fais que l'acquiescer. Mais encore une fois, je te parle comme si cette vidéo était une vidéo de ta chaîne, c'est vrai, depuis le début, Usul, parce que j'ai rien contre Dave Shake, j'ai rien contre toi, d'ailleurs, dans l'absolu, mais c'est vrai que ces derniers temps, t'as beaucoup de conneries, certaines qui ont été repêchées il y a longtemps et qui voilà, ne devraient étonner personne, certaines qui concernent que ta vie privée, mais d'autres qui sont dans des vidéos donc, comme celle-là et qui m'ont un petit peu énervé. Donc là, je vais répondre un peu comme si c'était toi, mais bon, tu ne fais que acquiescer quelque chose, mais tu sais ce qu'il y a dans la vidéo, tu sais ce que tu dis, et personne ne sait la part de qui a écrit quoi. Si ça se trouve, un jour, la France sera comme un grand Jamel Comedy Club, dans laquelle les Blancs seront une minorité comme les autres, et là, on pourra enfin s'amuser. Oui. Enfin, leur fais pas peur quand même trop, parce que... ils sont pas prêts. Et c'est là que tu attends le summum de la connerie. Alors il faut pas se tromper de sujet, hein. Il est tout content, Usul, de faire son petit tacle aux fachos, hein, qui sont « Ah, regarde, j'ai dit que Jamel Comedy Club, ils voient des arabes partout, ils voient une société métissée, oh là là, ils sont pas prêts, t'as vu comme on est supérieur aux autres ?» Non, c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est que tu es factuellement en train de dire « Quand nous vivrons dans une société post-raciste, en gros, voilà, il n'arrivera jamais, hein, mais bon, on va pas essayer de... Sur René Girard, j'ai compris que personne n'a envie d'en entendre parler. On ne vivra jamais dans une société sans bouc émissaire, on ne vivra jamais dans une société post-oppressive, en tout cas. Mais donc, tu nous dis, quand nous vivrons là-dedans, on pourra se marrer, on pourra faire des blagues. Parce que personne ne sentira de sentiment d'oppression dû au fait que la blague, ils se sont oppressés parce qu'il est une minorité, que ça ne blessera plus les gens, donc tout le monde sera à pied d'égalité, donc on pourra rigoler de tout, et avec tout le monde. Hashtag Pierre Desproges. Mais t'es complètement con, tu le fais exprès. C'est justement parce que nous vivons dans une société où il y a des tensions communautaires, où il y a des tensions ethniques, où il y a des questions d'individus qui sont en perte de repères, que nous avons besoin plus que jamais d'humoristes, et d'humoristes qui puissent travailler en ayant une liberté d'expression la plus grande possible. Ce que tu montres là, c'est que tu ne reconnais aucune fonction sociale à l'humour. Tu considères l'humour comme du divertissement. C'est-à-dire quelque chose qui est simplement du fait de, voilà, faire des blagues. Parce que tu fais des blagues, tu es drôle, Usul, mais tu ne fais pas cette profession-là. Et là, tu la stigmatises. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que la profession d'humoriste n'est qu'une branche du métier de comédien. Et il n'y a qu'à voir la fin d'une de tes vidéos d'ouvrir les guillemets pour voir ce que tu dis sur les comédiens. Parce que les persos, tu les gères ou tu les gères pas, quoi. Ouais. Là, on le gérait pas. Non. Non. On n'est pas comédien non plus. Voilà, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas quelque chose qu'on s'improvise pas comédien, quoi. Philippe Etchebest, il va dans les cuisines, il dit aux gens, on s'improvise pas cuisinier. Comédien, c'est pareil. J'ai pas envie que Philippe Etchebest vienne nous voir, quoi. Puis chacun son métier, va demander leur avis sur la politique à des comédiens. Oh non. Francis Huster. Alors beaucoup vont me dire que là il parle de Francis Huster en particulier. Non, c'est un exemple et une illustration qui cite à la fin. C'est vrai que Francis Huster, c'est un cas d'école, dans le genre banalité sur 20 et enfonçage de porte ouverte, il se pose là. Mais au-delà de ça, c'est un exemple que tu cites, mais ce que tu dis, c'est on va pas demander leur avis à la politique, enfin sur la politique, à des comédiens. Le problème justement, c'est que l'artiste, enfin l'humoriste, lui, il est comédien, et son but historique, c'est aussi de s'exprimer sur la politique. C'est d'ailleurs ce qui différencie le comique de l'humoriste en tant que tel. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qui est majoritaire, mais c'est un point de vue défendu par certains. C'est justement que l'humoriste respecte cette tradition de bouffon du roi, et cette tradition aussi qui abîme tout ce qui est établi dans la société, et qui abîme tout ce qui est revendiqué dans la société, et qui va notamment abîmer les communautarismes, et qui va notamment abîmer et marquer, montrer d'une dose justement d'ironie la bêtise des points de clivage de cette société, et donc effectivement blesser ceux qui défendent ces partis pris communautaires.
Alors bien sûr, à aucun moment dans la vidéo tu dis qu'il faut interdire des artistes de se représenter ou qu'il faut les condamner pénalement pour des propos tenus sur scène. Néanmoins, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le discours que tu tiens, là, participe à quelque chose de global et que c'est ce discours qui est utilisé par des Alain Jakubowicz après pour faire interdire des spectacles. Que quand tu dis justement que la liberté d'expression des humoristes est quelque chose de secondaire par rapport aux souffrances ressenties par les individus, c'est exactement l'argumentaire déployé par les associations communautaires qui vont aujourd'hui faire chier des artistes. Et quand tu dis qu'il faut séparer les comédiens du politique, tu participes également à cela. Parce qu'après, c'est ça aussi qui permet à des gens de dire ce n'est plus un spectacle, c'est un meeting, donc on va l'interdire. Tu comprends ce que je te dis? Et non, je parle pas encore une fois de Dieudonné, je fais pas ma paranoïa sur Dieudonné, je parle au nom de tous les collègues humoristes, les centaines de collègues humoristes que je vois après leur spectacle ou après les miens, et avec qui à chaque fois qu'on discute, c'est le même débat, c'est putain, est-ce que c'était pas la vanne de trop ou la vanne que j'aurais pas dû faire? Et que tout le monde a l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la gueule. Soit parce que t'es connu et que donc les associations t'as peur de te prendre un procès sur la gueule parce que du coup on te repère, ou alors pour les moins connus de l'équipe, de se dire que peut-être que ce soir-là où t'étais dans une petite scène ouverte, et ben il y avait le producteur qui va faire son petit repérage et qu'il aurait bien mis un billet sur toi jusqu'au moment où t'as fait cette putain de vanne sur je sais pas quoi, et qu'il y a case à risque. Ouais, non, bah de toute façon, il y en a 3000 qui attendent à côté pour du pognon, donc c'est pas grave. Et là, t'as loupé la chance de ta vie, parce que t'as décidé d'être dans un circuit mainstream, et tu le sais même pas. Et encore une fois, c'est pas véritablement à Usul que j'en veux sur ce coup-là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se répandre à gauche, et je dis répandre pour bien garder le lexique nauséabond du truc, parce que c'était quelque chose qui avait vraiment dans... Il y a une insulte que je me prends tout le temps, qui vient soit des mecs de chez Macron, des ultra-libéraux pas contents, soit des gros réacs, des bons très à droite. En général, toute cette équipe-là, ils ont El Famoso, bon, un peu popularisé par toute la culture jv.com, mais le truc va te trouver un vrai boulot. Tu sais, ce truc qui dit que si c'est pas la terre, hein, tu vois, ou si c'est pas du pognon, tu vois, qui arrive, c'est pas un vrai travail. Le métier de comédien, ça n'a pas vraiment une vraie crédibilité. Et bah ce discours-là, l'autre jour je commentais une vidéo de Tatiana Ventose où je me suis embrouillé avec des mecs de chez Mélenchon, mais de toute façon je le vois parce qu'on en discute beaucoup sur Discord, je discute avec beaucoup d'insoumis qui sont sur mon Discord où j'y passe, et je m'aperçois d'un truc, c'est qu'il y a cet argument-là, on le retrouve vraiment à gauche. On commence à retrouver comment m'avait dit le mec justement qui défendait Mélenchon, il m'avait dit pendant que tu continues à te branler sur YouTube, c'est mes impôts qui payent tes spectacles. Alors là en plus les gars faut réviser, c'est pas vos impôts qui payent mes spectacles, mais bon c'est pas grave. Mais c'est ce discours là, alors bien sûr beaucoup de gens s'imaginent que c'est le point sensible pour aller attaquer un youtubeur alors qu'ils ont juste pas compris que le mec fait le plus beau métier du monde, mais ce truc-là, puis il y a un amalgame entre artistes, youtubeurs, comédiens, etc. Bon, tout ça, c'est d'autres questions, mais ce discours-là se répand à gauche. Sur les artistes en général. Et moi, tu vois, c'est con, j'aurais bien laissé ce genre de médiocrité à Christine Angot. Quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit, avocat par exemple, ou médecin, instituteur, ou je sais pas, ou médecin, ou alors travailler dans une entreprise, ou peu importe. C'est toujours le résultat, au fond, d'un échec. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la polémique Copy Comics, parce qu'elle rentre complètement dans ce sujet-là. Et là, j'arrive vers la fin du développement que je voulais vous proposer. Copy Comics, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube qui montre les similarités, c'est-à-dire les plagiats en réalité, entre plusieurs humoristes, à quel point que ça a fait le buzz. On ne sait pas qui se cache derrière cette chaîne YouTube, mais depuis quelques jours, elle joue un mauvais tour à plusieurs humoristes français, à commencer par l'un des plus célèbres d'entre eux, Jamel Debbouze. À gauche, le sketch d'un comique américain qui date de l'an 2000. À droite, celui du comique français, quelques années plus tard. Je me suis fait cambrioler. Ils croiront jamais que c'est mon appartement, ils croiront jamais que j'habite à Saint-Germain-des-Prés. Apparently this nigger broke in and hung up pictures of his family everywhere. Ouais, c'est bizarre, apparemment l'individu a collé des photos de lui et de toute sa famille sur les murs. Alors, simple coïncidence ou plagiat? D'autres artistes et leurs sketchs sont épinglés. Parmi eux, Gad Elmaleh ou encore Thomas Sisley. Là aussi, les ressemblances sont très troublantes. You know, she'll call me up, she'll be like, Nicholas, it's your grandmother. Like I have 90-year-old friends, you know, like...
C'est mon grand-père, à chaque fois qu'il m'appelle au téléphone, il me fait « Allô, ta mère, c'est ton grand-père au téléphone !» Comme si j'avais d'autres copains de 90 ans qui me passaient des coups de fil de temps en temps. Face à la polémique, Thomas Sisley a choisi de répondre avec humour sur les réseaux sociaux, carte de visite à l'appui. Ah, et pas mal de gens ont été déçus de s'apercevoir que leur idole avait littéralement pris et adapté des textes. Alors, bon, on va commencer par mon avis simple sur la question. Tout le monde le sait, hein. Va falloir se réveiller. Que Jamel Debbouze, il pompe les spectacles d'Eddie Murphy et de Chris Rock, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, dans le métier, on se moquait, on en parlait de ça. Alors, tu l'as vu le reboot là qu'ils ont fait du spectacle d'Eddie Murphy là, avec le petit jeune? Il est bon, hein. Oh, putain, ils ont remis une nouvelle mise en scène et tout, c'est pas mal. Bien sûr qu'on en rigolait, Jamel le disait même lui-même, personne ne pensait un jour qu'il y aurait un truc comme YouTube, où on pourrait voir des vidéos sous-titrées français d'humoristes américains. Bah non, voilà, et des mecs ont copié. Alors c'est moins emmerdant quand c'est Gad Elmaleh ou quand c'est Jamel Debbouze. Pourquoi? Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, ne pas aimer leur humour, ne pas aimer leur engagement politique, mais ils ont produit suffisamment de choses, de spectacles, de matières, de centaines de sketchs quand ils étaient plus à Comédie pour Gad ou à Canal pour Jamel, où ils ont produit beaucoup plus même de textes qu'ils le font maintenant. Ils ont écrit tellement de choses qui sont d'eux et qu'on fait rire qu'ils n'ont finalement pas pompé tant que ça. Peut-être un peu plus pour Jamel, mais quand tu vois Thomas Sisley, où là des spectacles, bah il y en a qu'un quoi, hein, il est pas de lui, c'est emmerdant quand même. Donc où là le mec il reprend même les gestes, bah oui, il y a eu des gens qui ont été des escrocs. Mais je n'aime pas la démarche de Copy Comics, et je vais vous dire pourquoi. Parce que de 1, tout le monde peut se faire refiler une vanne en bois, ça m'est déjà arrivé, c'est une jambe de bois, c'est-à-dire que tu penses que tu peux te poser dessus, mais en fait elle se pète la gueule, c'est-à-dire le mec qui va te balancer une vanne et qui va pas vouloir dire qu'elle est pas de lui, et qui va te dire je te la file, et tu la prends, et tu t'aperçois après. C'est pour ça qu'il y a les rodages aussi des spectacles, c'est pour repérer ces trucs-là qui sont des coquilles dans les textes. Deuxième truc que je n'aime pas, c'est que cela donne l'impression que l'humour, c'est facile. Faire de l'humour, c'est facile. Être humoriste, tenir sur scène, faire des sketchs, en faire son métier et sa profession, c'est difficile. Ça te donne l'impression que si les meilleurs, les Jamel, les Gad, ceux que tout le monde identifie comme les meilleurs, finalement, moi aussi en regardant une cassette, en allant 2 jours au bistrot, je peux l'écrire son truc, je suis pas plus con qu'un autre, ça te donne cette impression-là. Et tu te dis ça. Et ça participe à délégitimer cette profession d'humoriste, qui est, je l'assume, si on ne s'y limite, qu'une sous-profession de comédien. Ça, je veux bien l'entendre. D'acteur, pardon. Un acteur, c'est autre chose, effectivement. Et aujourd'hui, je ne me définirais pas comme tel. C'est une question de niveau. J'ai peut-être pu l'avoir à un moment, mais se mettre sur Internet te fait baisser sur beaucoup de choses. Ça participe à ça. Et tout ça, ce sont des éléments qui se rajoutent. Faites attention. Vous êtes en train, là, à gauche, de faire un truc qui était l'apanage de la droite réaco-libérale. Et là, franchement, j'ai l'impression d'être sur le blog du Figaro, hein, des fois, quand je lis certains trucs. Je n'ai pas envie que mon pays devienne aussi chiant que vos soirées. Je suis désolé. Vous pouvez faire des vannes inclusives en bouffant du tofu, si ça vous éclate, en écoutant de la musique progressiste transgenre, là. Mais moi, j'ai pas envie, moi. Moi, ça ne m'amuse pas du tout, quoi. Donc j'ai envie de pouvoir continuer, à picoler, faire des blagues qui dérapent, voilà, avoir un rapport vivant avec les gens sans être obligé de m'auto-surveiller en permanence. Donc faites ce que vous voulez. Tu vois, ça se trouve, c'est comme ça qu'ils vont les avoir, leur sex space à la con. C'est en nous cassant tellement les couilles qu'on va leur dire, vous savez quoi, on vous laisse, genre, le Limousin, personne y va. Prenez ça, et puis voilà, et puis nous, faites votre truc. C'est peut-être ça, leur revendication sociale, on verra. Je voulais soulever cette piste de la place qu'a l'humour et de la place qu'elle est en train de perdre et qui me fait assez peur en ce moment. Je compte sur vos commentaires et sur vos partages si vous avez aimé cette vidéo et cette piste de réflexion. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Je suis pas content. Ciao!